quelle heure? Mais je vais essayer. Voilà. Oh, c'est moi, je suis désolé. On peut avoir un varto. Un varto. Ce serait bien. Tu peux me passer juste le livre de son. Ça y est, vous êtes enregistré.
Bonsoir à tous. Donc merci beaucoup d'être présents ce soir pour notre première table ronde sur l'assurance inclusive. Donc cet événement est organisé dans le cadre de la semaine de la finance solidaire. Donc événement grand public est organisé par FAIRE Finansol pour faire de la mobilisation de la société civile sur les questions de finance solidaire, d'épargne solidaire et voilà de mobiliser les Français autour de cette question. Donc on est très très fiers d'être un des événements partenaires de la finance solidaire. Je tiens à remercier tout particulièrement l'ENAS et le CNAM qui nous ont hébergés aujourd'hui pour cette table ronde. Également un grand merci aux intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors pour commencer, je vous propose d'avoir un petit mot sur Entrepreneurs de la Cité. Donc j'ai le plaisir d'être la déléguée générale de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, qui est la structure à but non lucratif créée par 6 groupes d'assurance et la Caisse des dépôts pour œuvrer à l'aide et à la protection de personnes exclues du monde de l'emploi et qui créent leur entreprise. Donc Entrepreneurs de la Cité a été le pionnier de l'implantation de la microassurance en France, concept que certains d'entre vous connaissent certainement et donc qui a été inventé par le prix Nobel Yunus. Et donc Entrepreneurs de la Cité a implanté la microassurance en France en 2007 pour répondre à une problématique qui est celle du manque de protection et du manque d'assurance de créateurs d'entreprises qui les premières années de leur projet ne s'assurent pas et ne peuvent pas, pour différentes raisons qu'on va expliquer tout à l'heure, ne peuvent pas accéder à l'assurance. Donc Entrepreneurs de la Cité a accueilli depuis sa création en 2007 25 000 créateurs d'entreprises, dont 8 000 ont pu bénéficier des solutions de microassurance. Donc le thème de microassurance aujourd'hui est en train de se transformer en assurance inclusive. Alors pourquoi la microassurance, effectivement, elle a déjà tous les éléments constitutifs de l'assurance inclusive, puisque la microassurance essaye de dépasser les frontières naturelles de l'assurance et elle essaye de faire en sorte que les garanties et la protection assurantielle soient accessibles à tous, quel que soit le pouvoir d'achat dont ils disposent, quel que soit le type d'entreprise qu'ils vont créer et quels que soient les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vrai que la microassurance, en ce sens, est une assurance tout à fait inclusive et on a voulu étudier dans quelle mesure l'assurance inclusive pourrait justement être un modèle pour l'assurance de demain et pour le fameux monde d'après dont on parle si souvent. Donc pour étudier cette question, nous avons le plaisir de recevoir donc Marc Navette. Alors Marc Navette, en plus d'être secrétaire général de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, est directeur digital et innovation de Van Men Consulting, et il nous fait le plaisir aujourd'hui d'être présent car il vient de sortir un livre sur l'assurance inclusive et aux éditions de l'Argus. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Violaine Bergouin. Donc Violaine Bergouin est une des entrepreneurs qui a été accompagnée par la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Elle va nous raconter son histoire tout à l'heure et le regard de Violaine va nous permettre justement de venir nous expliquer comment au quotidien sur le terrain l'assurance inclusive peut permettre d'aider les entrepreneurs dans leur projet.
Hicham Chad, notre second entrepreneur accompagné par Entrepreneurs de la Cité, qui a créé t-shirtminute.com que nous vous invitons à aller découvrir et donc est une société d'impression de textiles sur du coton bio qui est basée à Paris dans le 12e et qui a maintenant déjà 7 années d'existence. Et enfin, François-Xavier Albouy, qui est directeur de recherche à la chaire Transition démographique, Transition économique, qui est aussi le créateur, si je ne me trompe pas, de la revue Risque, et qui est un expert en microassurance, puisqu'il a travaillé de longues années chez Positive Planète et chez Malakoff Médéric sur toutes les questions de microassurance. Il est également membre de l'Observatoire de l'imprévoyance. Donc, je voulais juste dire aux personnes qui nous regardent en live que si elles veulent poser des questions, elles peuvent les envoyer par SMS au 06 42 21 18 19. Oui, je suis désolée, on ne dispose pas d'un système qui permet un chat en direct. Mais c'est pour ça qu'on vous propose de poser vos questions en direct à ce numéro. Et à la fin de la table ronde, on pourra remettre les questions à nos intervenants. Voilà. Je vous laisse le numéro de téléphone. Donc, la première question qu'on a envie de poser à nos deux experts et à nos deux entrepreneurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être inclusif. Donc, si la question de l'inclusion, quand elle vient dans le débat, c'est parce que on pense a priori qu'il y a une exclusion sur le secteur de l'assurance. Alors, il y a 96% des Français qui sont assurés en complémentaire santé. Il y en a le même pourcentage qui ont une assurance habitation ou une assurance auto. Donc, la question, c'est quel est l'état de l'exclusion en assurance en France et par rapport au monde. Donc, Marc, je te propose de commencer sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on m'entend bien ? Non. Alors, plutôt que parler de l'inclusion en tant que telle, on va parler de l'assurance inclusive et on va revenir un peu à des définitions. La première qui a été apportée notamment par Laurent Debré, donc qui est le président de la Fondation Entrepreneurs de la Cité de la CFDP Assurance, qui est membre fondateur de la Fondation, me semble tout à fait pertinente. Et je dis pas ça parce qu'il est président, c'est simplement, elle mérite d'être citée. C'est l'assurance inclusive, à la question qui lui est posée, il répond, l'assurance inclusive, c'est la volonté de rendre accessible des offres d'assurance à une partie de la population qui ne s'assure pas ou peu, par manque de moyens financiers, de connaissance des risques ou d'une situation de non-assurabilité. L'assurance inclusive, c'est ne laisser personne à l'extérieur du cercle de la protection. Donc je pense que c'est déjà cette notion de mutualisation la plus large possible et de ne laisser personne en dehors de l'assurance privée ou de la protection sociale qui, on va le voir, est déficiente dans bien des zones grises de l'assurance. Une deuxième définition, et après j'arrête avec ces définitions, qui rejoint celle-ci, c'est l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, donc dont fait partie la CPR, et qui réfléchit sur ces questions depuis des années. Donc pour l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, c'est tout produit d'assurance destiné au segment de marché exclu ou mal servi en général, plutôt que ciblant exclusivement les pauvres et les personnes à faible revenu dans une acception étroite. Et ça, je dirais, derrière cette définition, c'est intéressant parce que au tout départ de la naissance de la microassurance, on entendait beaucoup microassurance, assurance des pauvres. Et on se rend compte que naturellement, la pauvreté, elle n'est pas forcément statique, loin s'en faut, elle est aussi dynamique. Il y a des gens qui rentrent en pauvreté et qui sortent de la pauvreté, et quand on rentre en pauvreté, il y a aussi un lien assez étroit avec les risques et la vulnérabilité. Et je dirais que l'assurance inclusive, avant même d'une définition, c'est comment elle répond à ces enjeux de vulnérabilité qui ne sont pas adressés quelque part par les assureurs ou la protection sociale. Et ça renvoie un peu à l'état du monde sur lequel on pourrait revenir.
c'est que les chiffres, alors en 1978, 95% des cotisations mondiales étaient payées par environ 15%, 14% de la population mondiale. Hein, c'est à peu près les chiffres, hein, François-Xavier. C'est-à-dire c'était la population de l'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, le Japon et l'Océanie. Ensuite, progressivement, il y a un basculement qui se fait vers l'ASEAN, donc les pays d'Asie du Sud-Est, et aussi bien entendu la Chine qui bouleverse un peu la répartition, puisque actuellement on est à environ 70% des cotisations mondiales qui sont payées par cette partie du monde, 14%. Mais vous voyez que concrètement, et encore en Chine, derrière le fait que c'est 10% du marché mondial, en réalité, quand on regarde l'indicateur qui est la prime par habitant, la cotisation par habitant, la densité d'assurance, en fait, elle est moyennement très faible. Hein. Ça signifie trop rien de dire 10% de marché mondial. Il faut regarder plus en finesse les chiffres. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, dans les pays émergents et en développement, il faut partir du principe que c'est environ 90% des populations, environ 80 à 99% des populations qui n'ont aucune couverture d'assurance privée. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont une protection sociale, mais en fait, la protection sociale, le Bureau international du travail considère que 55% de la population n'a aucune protection sociale, la population mondiale, et environ 75% en a une très faible. Donc c'est-à-dire que dans tous ces pays du Sud, émergents, en développement, moins avancés, c'est environ 80% à 99% de la population qui n'a aucune couverture d'assurance et aucune protection sociale. Alors on va dire en France, et j'arrêterai là, on reviendra là-dessus, en France oui, mais derrière ces chiffres, 96% ont une complémentaire santé ou NMRH, est-ce qu'on est bien assuré ? Est-ce qu'on est mal assuré ? Ça, c'est des sujets sur lesquels on reviendra largement, et on verra que la prévoyance, notamment, c'est aussi un parent pauvre de la protection sociale et de l'assurance privée. Merci beaucoup Marc pour ce panorama. Je pense que ce serait intéressant qu'on reparle un petit peu dans le monde justement de l'état de l'assurance inclusive. François-Xavier, juste sur l'état des exclusions en assurance, est-ce que là-dessus il y a des évolutions et des éléments qui te semblent importants à relever ? J'ai pas grand-chose à rajouter après ce qu'a dit Marc, parce que c'était à la fois concis, brillant, et ça capture l'essentiel du sujet. Et j'en profite pour recommander chaudement, et le mot est bien choisi, chaudement la lecture de son livre dans les plus brefs délais, qui est à la fois très précis et très riche, et aussi avec beaucoup de comptes rendus de terrain qui sont... Il est très agréable à lire, ce livre, pour un livre sur l'assurance, c'est un compliment extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, d'abord, la finance est exclusive. Le private equity, les instruments de la finance sont exclusifs, ils ne sont pas inclusifs. La distribution des patrimoines fait que la finance est exclusive. Bon, ça c'est un peu une lapalissade. On peut aussi dire que le principe de l'assurance, c'est quand même la sélection des risques. Quoi qu'on en dise, et on a tous fait de l'assurance de marché classique, le principe numéro 1 pour arriver à l'équilibre, c'est de sélectionner les risques, quel que soit le domaine, ce qui ne facilite pas toujours l'inclusion. Et puis, la troisième chose qu'on peut dire, c'est que on assure que ce qui a de la valeur. C'est bien le problème. Or, le pauvre n'a pas de valeur. Donc on a du mal à assurer le pauvre. Non seulement il n'a pas de valeur, mais en plus il n'a pas de revenus. Ça devient quand même un peu limite. Donc on se réfugie, on met un voile pudique et on dit « Ah ben ça c'est du domaine de la protection sociale ». Mais comme tu nous l'as très bien rappelé, 70% de la population mondiale n'y a pas accès. Bon, and so what ? Ça veut dire que 70% de la population mondiale ne peut pas financer sa santé. Pour une planète qui sort de 2 ans de pandémie, de Covid, d'un truc absolument incroyable, le fait que la question posée par Marc soit pas prioritaire à l'Assemblée des Nations Unies est une erreur historique majeure. La question aujourd'hui dans le monde, c'est l'accès au financement de la santé. C'est bien parce qu'il y a une déficience qui est mondiale, mais qui est tragique, qui fait que on est une planète je dis Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, je pense qu'on était un peu plus évolué que nous, mais peu importe, mais qu'on est vraiment dans un état de sous-développement intellectuel et pratique de la finance internationale qui est terrible. Après, est-ce qu'il faut faire
un débat micro-assurance, finance inclusive. J'aime beaucoup le terme de finance inclusive, il est global, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. J'aime bien le terme de micro-assurance aussi, c'est parce que il a conquis ses lettres de noblesse de haute lutte, et puis je me souviens d'une conférence, je sais plus où David Dror, qui est un maître un peu pour nous tous, un journaliste américain qui se disait mais pourquoi vous appelez ça micro, ça dévalorise. Il avait dit mais Microsoft, c'est bien une petite entreprise de chez vous. Et donc ça avait été pas. Mais dans beaucoup de pays, le terme micro-assurance est passé. Ici, il est créé avec le temps des institutions. Elles sont pas assez développées, etc. Mais enfin, il y a quand même quelque chose. Donc, je suis pour qu'on consolide ça et qu'on le mette dans l'assurance inclusive. Je suis assez d'accord. Pourquoi l'assurance inclusive est plus large? Mais parce qu'il capture des réalités pratiques chez nous, ici en France. Regarde, si on prend les contrats de prévoyance, par exemple, prévoyance collective. Bon, voilà. Et puis on regarde tout ce qui n'est pas couvert par ces contrats. Et je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous êtes un cadre, je ne parle pas d'un salarié, il est un cadre dans une entreprise, vous êtes licencié à 55 ans, vous avez une portabilité théorique qui dure 2 ans, et vous faites à 58 ans, vous n'avez pas retrouvé de travail, et vous faites un AVC, votre famille n'a rien. Alors qu'on est le pays où on a le plus en termes de PIB, etc., la protection sociale, on en crève, les gens prennent pas de risques, enfin, tu es un fonctionnaire. Il y a des gens qui sont pas du secteur de l'assurance. Est-ce que tu peux rappeler un contrat prévoyance? Qu'est-ce que ça protège alors exactement? Ça, c'est très intéressant parce que c'est un des trucs les plus intelligents de l'assurance. Ça date d'avant le Conseil national de la résistance, ça date de la fin du 19e et des différents mouvements solidaristes, et personne ne sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même dans les compagnies d'assurance, si on demande aux salariés, mais vous êtes couverts en prévoyance, ils font une tête longue comme ça. Ça couvre en fait les décès, l'incapacité et l'invalidité. Donc c'est pas très bien compliqué. Mais imagine, tu es fonctionnaire. Tu as un accident, jeune fonctionnaire, tu as réussi le concours, cadre A de la fonction publique, tu as un accident de scooter 3 ans après ton concours. Tu vas toucher ta rémunération, ton traitement, jusqu'à la retraite, comme si tu avais travaillé normalement, ce qui est formidable, ce qui est quand même terrible. Le jour où tu es en retraite, tu vas avoir une retraite qui est calculée sur les 3 ans où tu as travaillé. Évidemment, tu n'as pas de retraite. Les fonctionnaires, qui sont des nantis, hyper protégés, etc. Et tout ça. Alors, un autre exemple qui est frappant, c'est celui d'un enfant handicapé. Avoir un enfant handicapé, pour une famille, c'est un cas de ruine. C'est évidemment une douleur morale qui est infinie, mais c'est un cas de ruine financière absolue, puisqu'il faut s'occuper de son revenu pendant ses études, sa durée de travail et sa retraite. Donc, la famille entière est piégée par ça. Les couvertures sont misérabilistes. Bon. Et qu'est-ce qu'on est? On est dans une illusion de protection. Et c'est intéressant parce que il n'y a pas que l'exclusion des pauvres parce qu'ils sont pauvres ou qu'ils sont étrangers ou que sais-je, etc. Il y a aussi dans nos comportements. Et on est dans une illusion de protection qui tient au fait qu'on pense qu'il y aura toujours la sécurité sociale, mais qui donne très peu. D'abord parce qu'elle ne peut pas donner beaucoup, puis qu'ensuite, par habitude, elle donne très peu. Et voilà. Et on pense toujours que l'épargne financière qu'on a, le peu d'épargne, ça nous aidera à passer le cap. Mais ça se met par rapport au coût que représente pour une famille un gosse handicapé ou un AVC d'un père de famille qui, dans le schéma traditionnel, gagne, etc. Il y a très peu de gens qui ont l'épargne financière pour résoudre ça. Donc il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. 80% de la population mondiale qui n'a pas accès au financement de la santé, qui pose un léger problème dans la période où on est, et qui va en poser de plus en plus, et qui vraiment pose tous les problèmes de migration, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Enfin, voilà. Et puis, par ailleurs, même dans des pays supposés vernis, extrêmement riches, etc., il y a au fil du temps des biais de comportement qui font que finalement, on ne s'assure pas contre les risques faibles de catastrophes majeures, un peu par superstition. On ne veut pas s'assurer contre des probabilités très faibles, mais de catastrophes majeures. Et on rechigne à mutualiser le plus largement possible. Et c'est donc ça le thème que nous invite à réfléchir Marc. Alors la solution,
Il y a beaucoup de boulot, il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas un modèle qui sortirait, mais il y a la nécessité pour les générations qui viennent de bien prendre la mesure de ce défi, parce que nonobstant, on est quand même beaucoup ici à partager le fait que l'assurance est un métier formidable. C'est une des plus belles idées économiques, sociales et politiques du 19e, 20e, enfin ce qu'on veut, 21e siècle. C'est une idée d'avenir. Mais il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour défendre l'excellent ouvrage pour Noël, une réduction avec un t-shirt et une bûche. Vegan, la bûche. Merci François-Xavier. Excellente transition. Alors justement pour voir au quotidien l'assurance inclusive, comment elle peut accompagner en fait des personnes avec certaines difficultés dans le montage de leur projet. Je voulais peut-être donner la parole à Hicham qui effectivement a créé son entreprise donc en 2013 et peut-être Hicham dire un mot sur avant de créer ton entreprise, voilà, quel a été ton parcours après tes études et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur et quels sont les obstacles que tu as dû surmonter? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous raconter un petit peu ma vie en quelques minutes. En effet, donc après mon bac, j'ai décidé de faire de l'alternance. Pour faire de la théorie et notamment aussi faire également du terrain. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que je suis considéré comme une personne handicapée. Donc j'ai le statut de travailleur handicapé et c'était vraiment difficile de trouver à chaque fois un travail en alternance. Et donc je suis rentré dans une société au bout de 5 années. Et dans cette société-là, des salariés que je côtoyais tous les jours, j'ai entendu qui disaient en gros j'en ai marre que cet handicapé nous vole notre travail. À partir de là, donc ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait cogiter un petit peu au niveau mental, moral et autres. Et je me suis lancé en me disant voilà, il faut que je crée ma société, il faut que j'aille de l'avant et il faut que j'avance. Et en gros, donc j'étais parti de rien, donc avec aucun capital. Je me suis dirigé vers la GFIP. Je sais pas si vous connaissez, c'est une structure qui gère un petit peu les travailleurs handicapés, qui eux m'ont dirigé vers donc un entrepreneur de la cité, à qui aujourd'hui à qui on travaille en étant tout partenaire. Et donc j'ai décidé de créer t-shirt1000.com. Avec un capital assez minime, donc la GFIP nous a aidé aussi à donner un petit peu de sous pour mettre en place ce capital. Les difficultés étaient très simples, c'est que fallait concevoir un projet, un business plan, même si j'avais de la théorie et du terrain, c'est compliqué quand même de créer un business plan par rapport à ça. On a eu de l'aide vraiment de entrepreneurs de la cité sur plein de choses, alors que de base ils sont liés à l'assurance, mais ils nous ont aidé aussi à concevoir ce projet-là. Et durant 3 ans, ils nous ont offert aussi la possibilité, à mon associé et moi, d'aller de l'avant et de créer donc T-shirt Minute. Aujourd'hui, ça fait 7 années qu'on est là. On est beaucoup placé sur Internet. On avance. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette relation entre client entreprise, client assurance. C'est vraiment des partenaires avec qui on travaille. Et je crois qu'on fait partie du mot inclusif vraiment aujourd'hui. Voilà, Yat. Ma petite partie. Quand même, Hicham, si tu peux raconter un petit peu plus sur l'évolution de ton entreprise, quels ont été, qui t'a financé, est-ce que quels ont été les partenaires qui t'ont aidé sur tout ce parcours? Alors en fait, qui m'a financé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la GFIP. Nous ont donné une partie des sous qui permettait de rentrer ça dans les capitaux et d'avancer. Après, entrepreneurs de la cité, eux, nous ont suivis. Il y avait aussi une société, je me rappelle plus du nom, ça date depuis qui était dans les ressources humaines, qui nous ont aidés aussi à vraiment créer un vrai projet, à étudier le marché du textile, la personnalisation textile, et on s'est mis à fond dedans. Et moi, je vous cache pas. Certes, il y a le handicap, mais c'est un défaut moteur, c'est une responsabilité haute, comme l'a dit tout à l'heure François Xavier. Mais pour moi, c'est une force. Et aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour m'exprimer et pour vous dire que voilà, malgré un handicap, on peut réussir et on n'est pas exclu de la société malgré tout.
Voilà. Violaine, alors toi Violaine, donc tu as créé un petit peu plus tard, donc en 2017. Alors quel a été ton parcours avant la création? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise et comment ça s'est passé au départ? Alors moi je viens d'un milieu complètement différent, donc les beaux-arts, sachant que j'ai pas vécu en France pendant longtemps. Je venais d'Angleterre et oui, mon parcours en fait, c'est ma pâtisserie en fait, elle est un peu particulière. Donc c'est une pâtisserie qui est super saine, très bonne pour la santé, sans cuisson, qu'avec des produits naturels, bio, etc. Donc moi je viens du milieu un peu artiste et healthy. Et j'ai, grâce à un ami qui était entrepreneur aussi, il m'a parlé de l'ADI. C'est comme ça que j'ai fait mon business plan, comme tu disais tout à l'heure. J'avais aucune notion je savais même pas comment utiliser Excel pour tout te dire. Donc, je suis vraiment partie de rien du tout. Après, ça a été une longue démarche. Hein. J'ai fait mon business plan, j'ai fait ma campagne de crowdfunding. Je suis très financement participatif. Je suis en train d'en faire une en ce moment aussi, qui m'a permis de me lancer aussi. Je suis passée par BGE Adil aussi, je sais pas si on en avait parlé, qui m'ont accompagnée encore bien 1 an, je dirais, avec des formations, beaucoup de soutien, même moral des fois, parce que des fois on a du mal à se mettre dans le bain. Après voilà, il y a eu la recherche de local, ça a mis du temps, tout a mis beaucoup de temps en fait avec moi, donc c'était long mais sûr. La nef m'a aidé aussi. Voilà, j'ai eu mes financements assez rapidement. Le local a été dur à trouver, mais une fois que ça s'était lancé, les financements sont faits assez rapidement. Je suis passée par le PIE aussi pour un prêt d'honneur. Donc voilà. Après, il y a eu beaucoup d'aléas. Hein. Il y a eu pratiquement 8 mois de travaux. J'ai eu des soucis avec ma copropriété. J'ai eu des soucis avec les entrepreneurs que j'avais du coup engagés pour faire les travaux. Voilà. Après, c'est vraiment les aléas de tout entrepreneur. On n'est jamais à l'abri de n'importe quoi. Donc, faut avoir les nerfs assez solides. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur, Violaine, sur le déclic? Déjà, il n'y avait pas d'offre. Moi, je suis arrivée en 2013 à Paris. J'arrivais d'Angleterre, du coup, du fin fond du Yorkshire, près de Leeds. Enfin, à Leeds, en fait. Près de Manchester, tout ça. Et en arrivant en 2013, en fait, le monde VG, entre guillemets, n'existait pas en France. En tout cas, il y avait très peu d'offres. Il y avait peut-être 2-3 restaurants qui faisaient du vegan enfin voilà, c'était tout. Et j'avais toujours cette notion de pâtisserie que je voulais faire une fois arrivée à Paris. Donc j'ai travaillé pour différents traiteurs, pour différents restaurants. Je suis venue à Paris pour travailler justement en tant que chef. Donc voilà, c'est vraiment le hasard. Mais voilà, il y a cette fait qu'il y avait pas grand-chose en fin de compte. Mais après maintenant, vous allez voir, Paris a beaucoup changé en quelques années. Il y a de plus en plus de restaurants végétaliens qui ouvrent un peu partout. Enfin, c'est dans l'air du temps en ce moment, donc c'est pour ça. Alors, Marc, pour revenir à notre assurance inclusive, la question que j'aurais à te poser, c'est qu'aujourd'hui, pour toi, quelles sont les différentes solutions d'assurance inclusive, alors que ce soit dans le monde, faire un comparatif entre ce qui se passe dans le monde et les solutions en France, et selon toi, quelles sont les réussites et peut-être quelles sont les difficultés de cette assurance inclusive? Alors, quels sont les programmes d'assurance inclusive dans le monde? C'est la question. Les exemples. Les exemples, il y en a beaucoup dans le monde. C'est impossible de faire un inventaire puisque déjà on s'entend pas très bien sur ce qui relève de l'assurance inclusive et de ce qui ne relève pas de l'assurance inclusive. Et certains acteurs dans le monde vont dire on fait de l'assurance inclusive et de la microassurance sans en faire réellement puisque c'est plutôt un artifice marketing. Puis d'autres qui n'en font pas ou ne l'affichent pas en fait en ont vraiment conscience parce que on y reviendra. C'est à mon avis surtout une approche terrain qui distingue probablement ce que j'appelle l'assurance inclusive
l'assurance un peu non inclusive, c'est le souci d'aller dans les lieux de vulnérabilité et de ce qu'on pourrait appeler, c'est une revanche de la sociologie et de la géographie sur le côté purement technique et financier. C'est surtout ça, je dirais, c'est l'approche qui est en jeu là-dedans. Donc c'est difficile. Il y a des inventaires qui sont réalisés par des acteurs privés internationaux, le Bureau international du travail à travers ce qu'on appelait le micro-insurance ou ce qu'on appelle toujours le impact insurance maintenant. C'est une entité du Bureau international du travail. On a l'ex-Micro-Insurance Center qui a aussi changé de nom. Donc, ils publient régulièrement des inventaires. Mais en réalité, on n'arrive pas à voir. Par contre, ce que l'on peut regarder au niveau monde, hors France, on reviendra sur la France, c'est que il est plus difficile, plus facile, entre guillemets, en tout cas, les projets où j'ai eu plus de possibilités d'agir avec des équipes locales, bien entendu, c'est les équipes qui travaillent en premier lieu, c'était plutôt des assurances quand même en prévoyance. Je m'explique, notamment dans certains pays, des assurances obsèques, par exemple. Dans certains pays comme pas partout, mais dans une partie de la Côte d'Ivoire, dans les Caraïbes, en Haïti, ces assurances obsèques, c'était sous une forme de, je suis désolé pour le terme technique, de temporaire d'essai. C'est une prévoyance d'essai qui fonctionnait. L'assurance santé individuelle est bien sûr beaucoup plus compliquée. Il y a des projets de multirisques professionnels qui sont réalisés, mais c'est vraiment impossible de faire un inventaire. Je suis désolé de répondre à côté, mais c'est là on n'y arrive pas. Maintenant, dans le livre, je fais un inventaire de certains programmes, des statistiques, etc., mais il faut les prendre bien sûr avec beaucoup de précautions. En France, il n'y a pas 36 acteurs. Il y a la Fondation Entrepreneurs de la Cité, qui a été créée en 2007. Il y a l'ADI qui fait aussi quelque chose, qui est à la fois partenaire de nous-mêmes, mais qui propose aussi ses propres programmes. La fondation, c'est la multirisque professionnel en premier lieu. Je pense que c'est d'ailleurs, ce serait intéressant d'entendre Violaine et Hicham là-dessus. Mais aussi, certains peuvent prendre des produits de prévoyance sous forme d'arrêt de travail, des IJ, et également pour certains de la santé individuelle. Ça, c'est la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Ensuite, on a donc l'ADI, qui propose, eux, de l'auto, l'assurance automobile, parce qu'on s'est rendu compte que, naturellement, quand on est en entrepreneur, on n'est pas entrepreneur et particulier. Vous aimez bien utiliser votre automobile aussi, c'est votre outil de travail pour certains, et c'est pas que je rentre chez moi puis je deviens un particulier, je suis plus un entrepreneur. Donc, ils font de l'auto et de la multirisque professionnelle aussi. Et puis il y a Wacam qui est un acteur beaucoup plus récent, et ça Timothée qui est parmi nous pourrait bien sûr parler des projets qu'ils font et des programmes qu'ils font, plutôt dans le collectif, Timothée. Sur de la micro-assurance, assurance inclusive. Je dirais ces trois acteurs. Puis on a des acteurs un peu périphériques qui font des choses quand même, comme Crésus, qui fait des choses. Puis je crois que Habitat et Humanisme aussi réfléchit sur plutôt la question du locatif. Et enfin, c'est des questions qu'on ne se pose pas et qu'on ne sait pas poser, c'est aussi le rôle historique des mutuelles et d'acteurs de proximité. Est-ce qu'ils font de la micro-assurance, l'assurance inclusive ou pas, quelque part ? Y compris la question du livre 3, qui relève pas forcément de l'assurance, naturellement c'est le livre 3. Là aussi, je suis désolé, je suis un peu technique, mais les assureurs reconnaîtront ce que c'est. Mais est-ce qu'ils font pas aussi historiquement de l'assurance inclusive et de la micro-assurance et vers quoi ils évoluent ou pas ? C'est autant de questions qui devraient se poser. Donc là aussi, on se rend compte qu'en fait, les frontières sont pas aussi étanches que ce que l'on imagine. Et Marc, sur les enjeux justement de l'inclusion en assurance, est-ce que selon toi, quelles sont les principales difficultés pour un assureur, alors bien sûr pour des petits acteurs comme nous, de devenir justement plus inclusif ? C'est quoi les freins ? Alors, ils sont nombreux, mais on peut les lever. Mais je dirais que le premier, c'est un peu la force et l'inertie des préjugés. C'est qu'on a tendance à se dire on ne peut pas assurer, on ne connaît pas. On le voit ça notamment en France par rapport et là je cite les travaux de quelqu'un qui fait aussi un travail remarquable, qui s'appelle Axel Ensiri, qui a écrit un livre sur Lonely Patient,
et qui sort un prochain livre qui s'appelle Happy Patient et qui parle de la difficulté des personnes qui ont des maladies chroniques à s'assurer. Alors pas seulement en assurance emprunteur, mais sur tout ce qui est prévoyance. C'est vrai qu'on a des multitudes de questionnaires santé qui datent d'années, mais de plusieurs années, de décennies, mais qui tiennent pas du tout compte des évolutions médicales et des progrès médicaux. Donc et du coup, la difficulté des fois que l'on a, et moi-même dans mon métier, parce que je travaille d'abord dans l'assurance, l'assurance inclusive c'est une partie, mais je suis d'abord dans l'assurance, c'est toujours de se dire, certes on n'a pas de statistiques actuellement, mais essayons d'avancer, ne basons pas nos modèles sur des modèles qui ont déjà 20-30 ans. On se moque beaucoup de ce qui s'est passé en Afrique par rapport aux garanties qui étaient basées sur des tables statistiques de 1960-1964, encore ces derniers temps. Ces dernières années, c'est que depuis quelques années qu'on se dit non, c'est plus les mêmes statistiques avec le temps, c'est plus les statistiques de l'ancien pays colonisateur, qu'il soit français ou anglais ou autre. Là, je dirais la difficulté, c'est de se dire il faut creuser, il faut chercher. J'aurais tendance moi, il y a très 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 longtemps, j'étais ingénieur chimiste. La recherche et le développement faisait partie vraiment de l'ADN de ce secteur. En assurance, c'est que récemment que la notion de recherche est un peu plus valorisée. Or, l'assurance, c'est pas que technique, c'est pas que financier, c'est sociologique, c'est culturel, c'est politique, et qu'il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe. Et donc, je dirais, la première tendance, c'est comment on réfléchit un petit peu autrement pour trouver des solutions par rapport à des zones qui sont de fait moins bien couvertes ou pas couvertes du tout. Donc je dirais c'est déjà ça. Et la première difficulté, donc, c'est d'avoir des fois des dirigeants ou des directeurs ou des managers qui se disent ouais, j'ai envie un peu de bousculer les choses et de changer, d'être impertinent d'une certaine façon. Du coup, alors là, je demanderais peut-être à François-Xavier, tu penses pas, alors François-Xavier, est-ce que être plus inclusif, est-ce que c'est compliqué par rapport à la performance financière qu'on doit avoir? Donc, parce que Marc dit effectivement qu'un des premiers enjeux, c'est justement qu'il faut plutôt être assez audacieux, c'est ça? Mais est-ce que sans être suicidaire, sans être suicidaire. Mais comment, selon toi, François-Xavier, on peut arriver à allier une performance financière et plus d'inclusion et donc plus de risques? Moi, j'ai tendance à penser que ça relève pas d'un seul opérateur. Enfin, c'est très difficile pour un opérateur aussi munificient soit-il et large d'esprit de se lancer tout seul dans cette aventure. Donc, c'est des cadres de marché qu'il faut mettre en place. Et pour arriver à mettre ces cadres de marché de manière un peu convaincante, il faut regarder ce qu'on perd. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'imprévoyance en France. On l'a estimé, j'ai estimé à 12 milliards d'euros. Bon, ça peut être un peu plus, un peu moins. 12 milliards d'euros, c'est pas négligeable. C'est quand même à qui ça manque, ces 12 milliards d'euros? En fait, ça manque au secteur du handicap et au secteur médico-social qui vient aider les gens qui ont subi des traumatismes, des accidents, qui ont subi le risque. C'est à eux que ça manque. Alors, on dit, l'État, la sécurité sociale doit faire quelque chose, mais elle arrive toujours après la cavalerie, elle a toujours des recettes qui sont limitées, et sa capacité d'évolution et d'anticipation des risques sont pas forcément bonnes, c'est pas ça qu'on lui demande. Donc ça nous manque. Et quand on regarde la situation du handicap entre l'Allemagne et la France, et tu l'évoquais tout à l'heure, mais il y a quand même une distance entre des pays comme les pays du Nord, où ça c'est financé, et financé dans le dur, par de l'impôt, de la protection sociale ou de l'assurance inclusive, au sens mutualiste que tu évoquais, et puis des pays plus latins que nous, où c'est la famille qui vient pallier à ces difficultés, plus ou moins bien, et en France, où c'est un mélange des deux, mais qui finalement est pas satisfaisant pour les très grands risques, et pour les très grandes catastrophes. Revenons en Afrique 30 secondes. Nous, en micro-assurance, avec Anne, qui est dans la salle, et Dominique aussi, et on a développé des solutions d'assurance récolte. Tu vois, ça consiste à couvrir les crédits de campagne d'un producteur. Il emprunte 100 pour acheter des graines, des semences, des machins, des fertilisers, que sais-je. S'il n'a pas récolté 150 ou 200, il est ruiné. Donc, soit il se débrouille
pour sortir de son épargne, soit au bout de 2-3 fois, s'il n'y a pas plu pendant 2-3 ans, eh ben, il quitte son lopin de terre et il rejoint la ville. Et puis si ça continue, il prend une caisse à savon et il traverse la Méditerranée. Enfin, je caricature, mais c'est à peine une caricature. Et à qui ça manque cet argent? Ben, aux pays africains en question. Dans un pays africain d'Afrique de l'Ouest, et tu me contredis si je dis une bêtise, 60% de la population est d'origine rurale, elle travaille en zone rurale, 50 à 60% de la production du PIB vient de l'exportation de matières agricoles, à peu de choses près, et moins de 5% des crédits à l'économie, c'est-à-dire des investissements, reviennent au secteur agricole. Donc ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir de processus d'accumulation, d'amélioration. Le type, il ne peut pas commencer à emblaver 1 hectare, puis emblaver un 2e hectare l'année d'après pour arriver à 3 hectares et s'acheter un motoculteur et ainsi de suite. Tu vois, s'il y a pas ça. Donc, ce manque d'assurance, ce manque de protection, ce manque de solidarité mutuelle, il coûte à l'économie du pays énormément. Absolument énormément. C'est en retard de développement. Il faudrait faire un jour, ça pourrait être un sujet de thèse d'un gamin de master de l'IFAGE, mais ça serait intéressant de montrer le coût en retard de développement du manque de l'assurance récolte. Et c'est la même chose sur l'assurance santé. C'est peut-être même un peu plus criant. Parce que si tout se passe bien, il a sa récolte, mais qui peut pas soigner ses enfants, sa petite fille ou son... Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller en ville, ou il est obligé d'envoyer l'aîné traverser la Méditerranée pour aller en Europe, ou enfin, comment il fait quand on ne peut pas soigner les gosses? Donc, c'est des réalités pratiques qui manquent pour permettre une accumulation du savoir, du capital, de l'économie. Hein. Et que ça soit en Europe, en France, ou que ça soit en Afrique, le problème, il est le même. On est dans le protection gap, disent les anglo-saxons, l'expression est très belle, le manque de protection, et alors il y a des littératures importantes là-dessus, et c'est ça la réponse à ta question. Mais juste François-Xavier, une petite question. Ce protection gap, comment on peut faire pour le financer quand même? Donc ça veut dire que pour toi, il faut qu'il y ait une solidarité plus importante. Alors c'est quoi? C'est l'État? Là, il faut des cadres de marché. Il faut dire, on change les règles de la prévoyance collective en France et en Europe. Et on tient compte du fait qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, fort heureusement, ont une espérance de vie qui a augmenté et qu'elles existent à la retraite. Et on évolue. Rends-toi compte, je parle beaucoup de la prévoyance parce que je trouve ça fascinant intellectuellement et c'est un truc, c'est avant le Conseil national de la résistance. C'est 1905, le ministère du Travail, la création, etc. et tout ça. C'est donc quelque chose de très vieux, qui était très audacieux à l'époque, et très intelligent. C'est quand même protéger les familles des ouvriers contre le décès du père. Et puis on l'a complètement perdu de vue. On a oublié de le faire évoluer. Donc il faut faire évoluer les cadres de marché. Deuxièmement, en Afrique, j'ai pas la solution à tout, mais si on réfléchit en termes de cadres de marché, on se dit que les financements bancaires doivent être plus consacrés au financement de l'agriculture, ça paraît prioritaire et une évidence, et qu'ils doivent comporter de manière inclusive des protections sur l'assurance récolte et l'assurance santé pour les personnes qui vivent en zone rurale, et que ça doit constituer. Il faut trouver des incitateurs fiscaux, règles de solvabilité, règles de provisionnement, etc., qui permettent d'arriver à un certain réalisme là-dessus. Mais faut pas voir tout en noir. Ça progresse énormément par rapport à il y a 20 ans, dans la compréhension des choses à faire et dans les solutions. Il y a par exemple des pays comme l'Inde ou le Pérou, et probablement d'autres que tu cites dans ton livre, j'ai oublié, mais qui ont eu l'idée de dire, tiens, on va demander aux opérateurs financiers, aux banquiers, et aux assureurs, ceux qui ont pignon sur rue avec des sièges sociaux de 30 étages, on va leur faire payer une taxe s'ils ne développent pas des produits inclusifs. Pas mal ça. Eh ben, ça a vachement marché. Du coup, comme ils sont quand même très malins, ces assureurs et ces banquiers, ils ont monté des produits qui sont à la fois solvables et intéressants pour les clients, et ils ont développé des solutions pour leurs clients. C'est un cadre de marché qui amène ça. Et on n'est pas obligé ni de nationaliser, ni de créer
un régime de dictature de je ne sais quel ordre, on peut très bien faire évoluer, donner des indicateurs au marché pour qu'il aille sur les vraies problématiques. Des vraies problématiques, c'est des vrais risques qui concernent des vrais gens. Et alors justement sur les vraies problématiques, on vient de passer, on n'en est pas encore complètement sorti, mais une période complexe liée au Covid qui a bouleversé quand même le monde entier. Donc j'aurais bien aimé, juste on a tous chacun notre expérience propre de cette pandémie, mais que Hicham et Violaine nous disent un mot de comment ils ont, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de Covid pour leur entreprise, comment ils ont réussi à dépasser ce moment et comment ils voient l'avenir et de quoi ils ont besoin dans ce monde post-Covid. Moi, du coup, j'ai pas vraiment fermé. J'ai fermé peut-être 3 semaines parce qu'on n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses en mars 2020. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le fonds de solidarité. J'en ai bénéficié presque 8 mois au moins. Là, j'y ai droit encore un petit peu, mais bon, un peu moins quand même. Depuis janvier 2021, c'est un peu plus compliqué, voilà. Donc, vous aussi, vous m'avez. Du coup, moi, j'ai été assurée chez Entrepreneurs de la Cité dès le départ. Je l'ai pas cité tout à l'heure, désolée. Dès lors que j'avais mon local, en fait, j'étais obligée d'avoir une assurance, donc normal pour assurer mon local. Et c'est vrai que pendant le Covid, vous aviez été, très présent. Donc voilà, j'ai eu des aides aussi grâce à vous, par vous. Voilà, j'ai eu pas mal de chiffre d'affaires, il avait beaucoup baissé. Comment ça a évolué c'était un peu compliqué au départ. On avait le droit de pas faire grand chose à part de la livraison. Il y a eu des hauts et des bas en fait. Il y a un moment où ça s'est goupillé. En juin 2020, c'était comme si tout était normal. Septembre 2020, après il y a eu le couvre-feu. Il y a eu beaucoup d'aléas quoi. C'était assez compliqué. Donc c'était les montagnes russes. Mais ouais, on a tenu le coup. Voilà, moi je suis en train là de revoir mon offre. 2021 avait été presque plus dur pour ton entreprise. Le revers. Le coup c'était un peu compliqué à partir de, je dirais mars 2021. Je crois qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient plus trop le moral, surtout les restaurateurs. C'était un peu compliqué. Tu pouvais pas avoir de terrasse. Il y avait rien. Juin 2021, la vie a repris, donc ça c'était cool. Mais là, je suis en train de revoir mon offre justement parce que ça m'a permis quand même cette année-là, l'année 2020, l'année 2021 également, m'a permis de me remettre en question aussi, de penser qu'est-ce que je peux faire pour élargir l'offre, toucher plus de clients, etc. Donc c'était une bonne remise en question aussi pour moi. Donc en même temps, ça nous a fait du bien en fait. Mais on s'est accroché quoi. Ça n'a pas été évident tous les jours. Merci Violette. Et toi Hicham, par rapport au Covid, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fermé? Est-ce que vous avez eu des aides? Comment ça s'est passé? Alors nous, quand le président a annoncé qu'il y avait le premier confinement, on avait énormément de commandes qui suivaient. Donc là, c'était problématique parce que le chiffre d'affaires devait tomber quoi qu'il arrive. Et donc les clients étaient compréhensibles, donc on pouvait pas suivre les commandes parce qu'on devait fermer. Donc en 2020, donc le premier confinement, le deuxième confinement, on n'avait pas beaucoup de travail, il y avait pas beaucoup de flux au niveau internet, donc sur notre site web, ni en boutique, pas beaucoup d'appels, ni rien. Donc les gens avaient beaucoup de choses à penser qu'à faire des t-shirts. Et en gros, donc ça nous a permis de nous centrer sur les offres également comme toi. Les offres qu'on proposait, donc on a fait beaucoup de maquettes, on a fait des nouveaux designs, on s'est amélioré sur le site web, on a mis des sécurités, on s'est vraiment mis à fond dessus parce que on n'avait pas le temps en fait, on gérait énormément de commandes, donc sur ça on a mis énormément de ressources et aussi donc grâce à l'État et au fonds de solidarité, ça nous a permis de garder le stade et de continuer à avoir de la trésorerie. On a également pris le PGE. Même si on avait entre guillemets des sous, ça nous a permis d'avoir de la trésorerie. On était prévoyant, on s'est dit au cas où, donc voilà, on connaît pas ce virus.
On préfère avoir des sous, on sait jamais s'il y a une 3e, 4e, 5e ou 6e vague. Au moins, on a de l'argent de côté pour continuer à survivre financièrement et payer bien sûr le propriétaire, parce que les loyers, fallait les payer, donc faut rester aussi correct dessus. Et voilà. Après, il fallait mettre en valeur aussi les restrictions sanitaires au niveau du lieu, au niveau du local. Fallait vraiment restructurer le local pour que les gens viennent, mais qui viennent pas par 10, mais par 2 ou 3 lorsqu'on était ouvert après le confinement. Et par contre, nous, c'est en 2020 où le chiffre d'affaires a vraiment baissé, et en 2021 où ça a vraiment augmenté. Donc après, c'est l'éducation aussi qui fait que ça a permis aux clients d'être compréhensibles, c'est l'avantage, et de s'améliorer par rapport à ça. Mais notre chiffre d'affaires, il a vraiment augmenté en 2021 en fait. Voilà. Après, concernant le Covid, plus ou moins, on était un peu comme tout le monde. Fallait suivre les directives du gouvernement et on n'avait pas le choix de faire autrement, quoi. Voilà, Yep. Merci, Hicham. Alors, Marc, par rapport à cette période de Covid, est-ce que, pour toi, quelles vulnérabilités ont peut-être été renforcées, quelles sont les conséquences, selon toi, pour notre secteur, notamment? Bon, la question est trop large, et pertinente, mais très très large. D'abord, la question, est-ce qu'on apprend vraiment des crises comme cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on apprend aussi rapidement les leçons des crises qui ne sont pas d'ailleurs finies. On pense qu'il y a eu peut-être plus d'impact sur la prévoyance, justement, et notamment par rapport aux TNS, les travailleurs non salariés, les créateurs d'entreprises, sur l'importance de s'assurer par rapport à l'indemnité, comme à l'interruption de travail, l'arrêt de travail, y compris en cas d'accident, etc. Mais en fait, il y a débat là-dessus. On ne sent pas non plus une explosion des couvertures de prévoyance chez les TNS. L'impact, je me demande à ce jour, alors certes, il y a quand même un impact qu'il faut souligner, c'est la santé mentale. La santé mentale, c'est le premier facteur qui explose, mais dans la revue L'Esprit, je pense que c'est assez intéressant, il disait que finalement, ce n'était que dans la continuité d'une société qui était déjà fatiguée, avant même le Covid, et que la santé mentale a des impacts qu'on ne mesure pas encore, à mon avis, bien sûr chez les personnes isolées, les personnes âgées qui ont beaucoup souffert aussi de l'isolement, les jeunes, c'est les deux populations qu'on cite souvent, puis d'une façon générale, tous ceux qui ont du mal à gérer cette incertitude. Et donc, qui dit santé mentale dit qu'est-ce qui va se passer aussi en termes d'impact physiologique, etc. Et je vais vous donner un petit exemple par rapport à ça. La santé mentale sur le côté physiologique, il semblerait que dans certaines études consacrées à l'économie du bonheur, on va me dire pourquoi ils parlent de ça alors qu'on parle du Covid, mais les personnes qui connaissent le chômage ont une probabilité en Pennsylvanie de décéder dans l'année 50% de plus que les autres. Que le chômage entraîne une surmortalité dans les 5 à 10 années chez les populations qui éprouvent le chômage, qui déconstruit un peu l'idée que les personnes chômeurs, etc., ne veulent pas travailler, etc. Non, en réalité, c'est un impact psychologique et social majeur. La Covid aussi, c'est-à-dire on ne sait pas encore à ce stade quel va être l'impact de la Covid au niveau, déjà en France, je parle sur la santé mentale et tout ce que ça signifie dans les structures sociales, familiales, économiques, etc. Donc à ce stade, on manque de recul. L'impact il est surtout politique là, à mon avis. Et ça c'est une vraie question parce que moi je suis toujours partisan, on va dire, du juste milieu, privé, public, complémentarité, etc. Mais vous voyez bien que les débats sur la grande sécu ne tombent pas non plus. C'est pas une coïncidence quand même ce sujet. Et force est de constater, comme vous nous l'avez dit, les mots qui étaient frappants, c'est l'État, les pouvoirs publics. Et ça, je dirais que c'est un peu assez spectaculaire, puisque pendant longtemps, on disait l'État n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens, etc. Et puis tout d'un coup, il y a eu de l'argent magique. Et que ce qui est ressorti, c'est quelque part, les pouvoirs publics ont une puissance assurantielle, couverture et de protection peut-être plus importante que les acteurs du privé. Bien sûr, il y a beaucoup de biais derrière ça. C'est pas aussi simple, c'est même grossier. Mais je dirais l'impact, il est plutôt surtout politique.
dans ce qui se passe au niveau de l'assurance. Donc en termes économiques pour l'instant et en termes de souscription de contrat, il n'y a pas de révolution. Si peut-être on va dire une accélération des projets dans le digital, ça c'est ce que j'ai pu voir, ça côté interne, c'est plus de projets là aussi. C'est ce qui était inimaginable est devenu possible. Ce qui était impossible est devenu possible en quelque temps. J'ai pu voir des acteurs, des clients à nous qui refusaient le télétravail avant le Covid, qui n'avaient pas de budget sur tel sujet. Tous n'avaient pas la téléconsultation, etc. Puis tout d'un coup, en un temps record, les plus hostiles sont devenus des partisans. Donc il y a des impacts internes, et puis il y a des impacts externes, y compris politiques et autres. Mais sur le marché, la répartition prévoyance, santé, etc., je sais pas, je pense qu'on manque de recul là-dessus. Et sur le digital, Marc, justement, dans quelle mesure le digital, selon toi, est un des outils qui peut contribuer à renforcer l'inclusion en assurance? Et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, et c'est très dans les pays en voie de développement, le digital est énormément utilisé. Est-ce que nous, en France, c'est aussi un facteur d'inclusion, ou est-ce qu'au contraire, le digital peut développer l'exclusion? Ouais. Alors déjà dans les pays de développement, attention, le digital n'est pas non, il y a encore un écart très important dans les pays dits du Sud. C'est pas parce qu'il y a du digital à droite à gauche et qu'on utilise le mobile que les choses se font facilement par digital. Il y a plein d'endroits où le coût de l'information dans les pays du Sud du digital peut être très élevé. Ensuite, c'est ce que j'ai pu voir moi-même en Haïti ou ailleurs, c'est que les gens se méfient quand même pas mal du digital et du mobile et du prélèvement, etc., parce qu'ils ont l'impression que c'est opaque et qu'il leur faut une preuve physique. Même des gens préfèrent payer en liquide encore en allant dans les agences. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas confiance. Ils ont besoin d'une preuve tangible, matérielle, un reçu. C'est ce que j'ai pu voir notamment en Haïti lorsque j'ai travaillé il y a 2-3 ans sur la souscription par téléphone portable. Pas des téléphones portables, la souscription par téléphone portable, par mobile. Maintenant, au-delà de ça, c'est le digital, c'est comme Janus, en mythologie, c'est côté positif et négatif. Le bon côté et le mauvais côté. D'abord, le bon côté, c'est qu'a priori, ça va permettre de réduire les coûts de gestion et d'acquisition. Et qu'on l'a vu qu'au niveau de la fondation, la possibilité de faire des avenants par rapport à la multirisque professionnelle a été possible grâce au digital. Les gens ont massivement 80% continuer et que de plus en plus le canal digital permet à vous tous de pas se déplacer forcément en agence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut fermer les agences, mais peut-être les agences les réorienter un peu autrement, mais que du coup il y a plein d'activités que vous pouvez faire à distance, presque 7/7, 24/24 dans certains actes. Ça c'est le côté très positif à terme, et puis il y a des progrès technologiques très forts en intelligence artificielle dans le domaine de la santé qui ont aussi forcément des impacts sur l'assurance maladie à terme. Ça c'est le côté positif du digital. Le côté négatif, je dirais 2 choses. Tel que je peux le percevoir maintenant, c'est que sans garde-fou, ça peut devenir extrêmement dangereux. Je m'explique, l'exploitation des données de santé. Il y a eu pas mal de scandales aux États-Unis en 2013, à la Commission Rockefeller, où les données de santé étaient utilisées par des courtiers qui les revendaient à des industries pharmaceutiques pour des personnes qui avaient été victimes de souffrances psychiques et physiques importantes. Et donc, c'était vendu sur la place publique, on les utilisait et on ciblait les populations pour des raisons purement mercantiles. Donc aussi, dans le digital, le danger, c'est les biais. Il y a tout un travail qui est réalisé aussi, l'assurance, est-ce qu'elle deviendra inclusive, c'est les biais que l'on introduit dans les algorithmes, avec est-ce qu'il ne faut pas une algorithmie éthique. On voit qu'on a pu exclure au nom d'algorithmes des certaines populations, et c'est pas nouveau, c'est pas propre au digital. En 1890, un grand statisticien américain d'origine autrichienne considérait qu'il ne fallait pas assurer les Noirs. Pourquoi? Aux États-Unis, parce que les populations noires avaient une mortalité plus importante que les blanches. Et lui, il disait donc, par définition, les populations noires n'étaient pas assurables. Ce qu'il ne mesurait pas, c'est que ils avaient plus de mortalité parce que les conditions sociales, politiques, les discriminations étaient beaucoup plus fortes. Donc c'était pas la population noire qui voulait. Mais lui, il avait décidé quelque part dans une algorithmie d'exclure massivement toute la population noire de l'assurance qui était de la compagnie Prudential. Donc on pourrait très bien reproduire ce type d'exclusion statistique en créant des paramètres qui sont extrêmement discriminants et fondés sur du racisme, sur des préjugés, etc.
Donc derrière le côté puissance des algorithmes, il y a aussi un danger dans l'éthique des algorithmes. Je ne sais pas si je suis clair, précis sur ce sujet. Ça c'est le deuxième danger que l'on peut avoir. Donc je dirais de toute façon on va vers le digital, nous-mêmes nos enfants ils naissent dedans. Donc c'est incontournable. Maintenant, il faut faire attention à ce que le digital ne remplace pas le lien social et la parole. C'est un sociologue, et je terminerai là-dessus, c'est Dominique Volton, qui est un sociologue de la communication, qui explique que plus on est dans une société quelque part sans parole, alors je travestis un peu ces mots, d'incommunicabilité, plus on a tendance de se réfugier vers la technologie. Et c'est ce qu'on voit dans les organisations. C'est comme si la technologie allait nous affranchir de la relation humaine et de sa difficulté, parce que c'est pas facile la relation humaine. Et il explique qu'au bout d'un moment, on rencontre le mur des réalités. Et moi-même, en tant que consultant dans les projets que j'ai, des projets plutôt simples peuvent échouer parce qu'il y a un problème de communication très important dans les organisations, entre les directions, les départements. Puis des projets beaucoup plus complexes qu'on arrive vraiment à bien traiter parce que les gens savent se parler et savent communiquer. Donc le digital, c'est un moyen. Et le prendre comme une fin en soi, c'est comme on pensait que la science au 19e siècle, à travers le positivisme, allait apporter le salut de l'humanité. On s'est rendu compte que la science peut sauver, peut tuer. Maintenant, c'est un progrès. Michel Marc, je vais devoir t'arrêter. Salut. Non, pour passer à la dernière partie de notre table ronde, on s'est posé la question comment l'assurance inclusive peut-elle devenir un modèle pour le secteur de l'assurance. Alors, moi je trouve qu'il faut donner les bonnes nouvelles de notre société. On voit que le secteur financier se pose de plus en plus de questions, fait de plus en plus d'efforts pour être plus inclusif, pour être plus responsable, etc. Donc François-Xavier, la question que je voulais te poser, c'est justement toi, comment tu vois tous ces mouvements de RSE, d'entreprise à mission, etc. Est-ce que tu penses que justement c'est un fabuleux outil pour développer encore l'assurance inclusive, et est-ce que du coup le secteur est sur le bon chemin? Merci. Oui, moi je crois. Reprenons l'exemple du Covid, si tu veux bien. Finalement, qu'est-ce qu'on a appris avec le Covid? Je suis d'accord, le monde d'après c'est un peu une fiction, mais qu'est-ce qu'on a appris? D'abord, il y a une extraordinaire nouvelle, c'est qu'on a identifié le virus en moins de 8 jours et trouvé un vaccin distribuable et distribué en moins de 9 mois. Ce qui est, mais hallucinant, à l'échelle des temps historiques. On nous rappelle toujours la grippe de 1916, la fameuse grippe espagnole qui a fait plus de morts que la guerre de 14-18, etc. On a mis 60 ans à trouver un vaccin stable et fiable et efficace contre la grippe. D'ailleurs, il faut se faire vacciner, je vous le rappelle. mais c'est vrai. Et on a mis plus de 60 ans. Donc le sida, c'est pareil. On a mis plus de 20 ans à trouver une thérapeutique. Là, on l'a trouvé en quelques mois. Alors après, il y a des problèmes logistiques, etc. et tout ça, mais c'est quand même un progrès formidable. En creux, ça donne l'exigence qu'il faut bien assurer les gens contre la santé. À une époque où la médecine ne s'est pas soignée, que les gens soient assurés ou pas, c'est pas très grave. Mais à partir du moment où on rentre dans une époque où, grâce aux technologies, à tout ce que tu veux, la médecine s'est de plus en plus soignée, il est donc important de donner accès à la médecine à l'ensemble de la population. Il y a là ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en capitalisme responsable, après une crise pareille, quand on est responsable, c'est-à-dire on se pose la question de comment on va affronter la prochaine crise. C'est pas. Or, on a des outils. Par exemple, en assurance, on a un outil qui est la garantie perte d'exploitation. Tu vois, arrêt de travail à cause d'un événement majeur. Alors on a tous dit c'est pas couvert, c'est exclu des clauses, mais demain, il faut bien s'y préparer. Il faut bien s'y préparer parce que demain, on va en avoir besoin. Puis qu'au bout d'un moment, des assureurs et des réassureurs santé qui font des bénéfices extraordinaires les années où il y a des pandémies, il n'est pas totalement impossible qu'au bout d'un moment, ça énerve un peu les gens, ça agace les populations et ainsi de suite. Donc, la responsabilité, c'est de s'y préparer. On n'est pas totalement
désemparés. On sait par exemple que s'il y a un excédent de lits de réanimation disponibles dans une région, ben, les durées de confinement sont plus courtes, donc les pertes d'exploitation sont plus courtes. Il y a des pays qui ont eu l'astuce, je sais pas, l'astuce historique de faire en sorte que les hôpitaux sont soit de nature publique, soit ils relèvent d'assurances mutuelles, ils appartiennent largement à des assurances mutuelles. Et eux, avec plus de lits de réanimation disponibles que nous, on en avait en France avec nos conflits sempiternels sur je te rembourse tes lunettes, mais quand tu es malade, enfin bon, tous les trucs qu'on connaît, on va pas les... Donc on a des moyens de devenir responsable sur un risque aussi énorme et massif. Alors, évidemment, il faut travailler un peu et changer les manières de regarder les choses, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, c'est majeur. Et puis dernier point, un capitalisme responsable, il n'est pas simplement bio ou organique ou écolo. C'est pas possible, ça. J'ai envie de dire, c'est plus possible. C'est très bien. Mais demain, il faut que le coton que tu utilises, il soit bio. Et c'est très important, l'eau, etc. C'est absolument essentiel. Mais il faut aussi, parce que les consommateurs l'exigeront, il faut aussi que les producteurs de coton puissent s'assurer contre la santé, enfin contre la maladie, et ainsi de suite, et que ça soit inclus dans le sujet, quitte à augmenter un peu le prix du t-shirt. Tu vois, c'est ça un capitalisme responsable. C'est un capitalisme qui accompagne, enfin, les risques et les populations humaines et qui trouve des moyens de protection à la hauteur des risques qu'affrontent les populations humaines. Donc oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on est peut-être allé un peu trop loin dans l'autre sens. Un terrain d'application qui est valable pour l'Europe ou pour l'Afrique, ça peut être par exemple du private equity local. C'est peut-être ta prochaine activité, je sais pas, mais d'entrepreneur de la cité. Mais si on réfléchit, en France, on a des territoires, comme on dit, où il y a des retraités, bon, voilà, qui ont un peu d'épargne. Beaucoup en ont quand même, enfin par rapport aux jeunes, ils ont du patrimoine financier, ça c'est sûr. Elle est placée en assurance vie, qui comme chacun sait rapporte pas grand-chose, mais a l'immense avantage de pouvoir être totalement liquide et d'en sortir rapidement, et tout le monde est content. C'est complètement idiot. Peut-être que dans le village où ils sont, il faut investir dans une pharmacie, ou dans le stock de la pharmacie, pour qu'un pharmacien puisse exploiter la pharmacie, et que c'est extrêmement important pour la convivialité, tout ce que tu as souligné, c'est pas que du lien digital, il faut aussi pouvoir parler à la pharmacie, etc. Et si tu mets 4-5 retraités qui consacrent un peu de leur patrimoine à financer ce stock avec des produits de private equity locaux et qui permettent de redonner un peu d'activité dans le village ou dans le territoire qui est un peu en déshérence, eh ben, tu crées énormément de valeur. Un peu comme on disait tout à l'heure pour l'assurance, tu crées énormément de valeur. Donc oui, le fait de s'intéresser, quand on dit responsable, c'est s'intéresser au social et à l'environnemental. Moi, je considère que c'est quand même une bonne nouvelle, même s'il y a beaucoup de green bashing, beaucoup de positions un peu exagérées, quoi. Tu vois, je fais le bien pour faire le bien, etc. Mais c'est quelque chose de très important parce que on ne survivra pas à l'absence d'une certaine responsabilité du capitalisme. Ça, c'est clair. On n'y survivra pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes en sont assez convaincus. Enfin, si j'ai bien compris le livre de Marx, c'est un peu ça qu'on comprend. C'est un jeune, en fait. Ça se voit pas comme ça, mais c'est parce qu'il travaille beaucoup. Et juste François-Xavier et Marc pour terminer, est-ce que il y a beaucoup d'assureurs aujourd'hui qui sont dans une démarche plus inclusive. Alors pour ceux qui n'y sont pas encore, quels seraient les arguments, les 3 arguments à leur donner? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, il y en aurait plein, mais in fine, ils peuvent être vite battus en brèche. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est que, on pourrait dire, c'est d'abord un magnifique laboratoire d'innovation sociale et économique, et c'est
à terme aussi la preuve et la démonstration que les assureurs se remettent au cœur de la cité, d'une façon générale. C'est-à-dire que très bien, il y a une concentration du secteur, des acteurs gigantesques qui se mettent en place, mais avec le risque de plus connaître ce qui se passe sur le terrain. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui m'a profondément marqué dans la différence de mes activités entre l'assurance inclusive et l'assurance tout court, c'est que je n'ai pas lancé un programme d'assurance inclusive tant dans les pays émergents qu'en France sans faire des focus group auprès des populations, des assurés potentiels, en interrogeant les réseaux de distribution potentiels sur la perception des risques, la priorisation des risques, sur les procédures à mettre en place, sur le type de garantie qui pouvait faire sens, sur la communication pour les atteindre, sur la création de la confiance, etc. C'est-à-dire, c'était impensable de développer un programme d'assurance sans d'abord commencer par une approche terrain. C'était impensable. En France, on l'a fait avec la Fondation, mais on était très seuls finalement. Et dans mes missions de marketing de l'assurance, ça a été très très long. C'est que récemment que je peux enfin faire ce travail, parce qu'il y a la directive distribution assurance qui oblige les assureurs à justifier la création d'un produit et de justifier dans le cadre d'un pilote pourquoi il est nécessaire de le rectifier. Et donc ça fait depuis 1 an et demi que je peux enfin appliquer cette méthodologie sur l'assurance. Donc, je dirais, on pourrait évoquer tout ça. Puis la question politique, effectivement. Mais enfin, in fine, pour conclure, ce serait plutôt le côté, finalement, c'est une initiative un peu de personnel. C'est est-ce qu'on a envie ou pas de s'intéresser à des zones de vulnérabilité, d'être à la fois un agent économique et à la fois un citoyen en même temps, sans tout d'un coup changer de chemise comme ça, de façon un peu schizophrénique. Donc ça rejoint un peu la question du capitalisme responsable. Le mot de la fin pour toi, François-Xavier? Le mot de la fin, je ne me permettrai pas, mais j'ai envie de leur dire... Ce sera Hicham et Violaine, mais c'est Violaine et Hicham, je crois qu'ils peuvent donner le mot de la fin. Mais la chose que j'aurais envie de dire à un assureur sceptique, et c'est très simple, c'est arrête de regarder l'arbre qui cache la forêt. Tu t'intéresses à un taux de pénétration sur un micro-marché, pour le terme est choisi, un petit marché où tu as 50 compétiteurs et tu cherches à faire un demi-point de moins, etc. Alors que tu as devant toi une forêt de risques à couvrir et à solvabiliser. Et ce métier, si tout ce qu'on a dit ce soir est vrai, devrait multiplier son chiffre d'affaires par un facteur, je sais pas, 10 puissance 3 dans les années qui viennent. À cause de tout ce qu'on a dit ce soir. Donc arrête de regarder l'arbre qui cache la forêt. Et Violaine et Hicham, donc par rapport au capitalisme responsable, vous avez tous les deux créé votre entreprise dans cette philosophie-là. Pourquoi et qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà d'avoir un business entièrement dédié au végétal, ça, voilà, déjà question éthique, on est pas mal. Après c'est purement personnel, hein, c'est voilà une envie de faire découvrir une nouvelle façon de manger, de se nourrir, tout ça. La question du bien-être aussi qui est importante. On parlait de santé mentale tout à l'heure. Moi je pense que tout est lié, nourriture, santé physique et mentale. Donc ça c'est vraiment ce qui me poussait moi personnellement à faire ce projet-là. Donc. Pour ma part, je rejoins un peu tout le monde dans tout ce que vous avez dit. Pour T-shirt Minute, nous de base, on voulait vraiment placer nos t-shirts sur le coton bio. Donc c'est une forme, je pense, une forme éthique et assez responsable dans un premier temps. Mais au début, lorsqu'on a commencé avec la société, on avait vraiment du mal à trouver des bons fournisseurs qui respectent la charte qu'on voulait et nos valeurs également. C'était très difficile parce que vous aviez des fournisseurs qui vous disaient en gros on a du t-shirt bio, mais quand on leur posait des questions sur le système logistique de ceux qui créent les t-shirts et autres, leur santé mentale comme disait François-Xavier tout à l'heure, etc., personne ne pouvait nous répondre. Donc on en a trouvé un avec qui on travaille depuis des années qui nous a prouvé de A à Z que leur système logistique et leur système de production suivait une certaine éthique, et surtout sur le fait que voilà, il y a le coton bio qui est généré de la façon comment est généré le coton bio, sachant que
c'est bio, mais il y a énormément de litres d'eau qui sont utilisés et on ne sait pas trop si c'est réutilisé ou pas. Et ça nous a vraiment permis de choisir ce fournisseur-là parce qu'il y a des équipes européennes qui sont au Bangladesh, au Portugal, en Roumanie, etc. et qui gèrent cette partie-là. Et c'est aussi, on voulait aussi, sûrement grâce à la force de mon handicap et autres, penser un peu aux travailleurs, donc en disant voilà, on veut pas que les enfants travaillent. Vraiment on a imposé des chartes et des valeurs qui ont fait qu'aujourd'hui on travaille qu'avec ce fournisseur-là et que ça se passe super bien. Et ça a permis aussi à T-shirt Minute de continuer pendant 7 ans. Et comment vous expliquer, il y a aussi, c'est lié aussi donc au côté responsable parce qu'il y a le développement durable aussi qui est important, l'assurance est haute, mais ça a permis aussi, comme a dit François Xavier, pour certaines assurances, d'évaluer et d'augmenter leur chiffre d'affaires aussi. Fois, je sais pas combien. Voilà. Disons, on peut l'applaudir. Merci. Oui, merci beaucoup à tous. Donc, pour ceux qui sont avec nous en présentiel, on va pouvoir aller boire un verre, sauf s'il y a une question ou deux. On est un petit peu en retard, mais est-ce que... Alors, oui. Hop. Oui, bonsoir, merci pour toutes ces interventions très riches. J'avoue être mal à l'aise avec le titre de la table ronde, l'assurance inclusive, un modèle pour l'économie de demain. J'ai eu un peu l'impression que on était parti un peu dans un parallélisme des formes, l'assurance, la micro-assurance avec la microfinance, la microfinance qui était un moyen extra-institutionnel pour essayer de financer des micro-projets et peut-être que la micro-assurance pourrait être dans le même veine. Et en fait, en entendant l'ensemble de vos interventions, je me disais, mais ce que vous décrivez, ce sont des carences de l'assurance. Vous parliez de prévoyance, on n'a pas parlé de dépendance, mais enfin on pourrait. Finalement, est-ce que l'objectif, ça pourrait pas être justement de rendre l'assurance plus inclusive plutôt que d'essayer de faire un nouveau modèle? Et moi, c'est plutôt tout ce que vous avez décrit étaient des excellentes pistes pour insérer de nouvelles populations. Mais il y a des secteurs, je pense aux ateliers d'insertion qui ont de l'assurance, prévoyance. Je pense ateliers et chantiers d'insertion qui ont de la prévoyance. On pense aux ESAT qui ont de la prévoyance. Donc il y a des secteurs qui ont trouvé leur solution et probablement qu'il faut continuer à chercher, peut-être en incitant un peu, par le gouvernement peut-être, d'explorer de nouveaux secteurs. Il me semble quand même qu'il y a au moins 2 ou 3 problèmes fondamentaux qui ne sont pas résolus ou on part à l'inverse. En France, l'assurance de personnes est extrêmement liée à la collective, c'est-à-dire à l'approche collective et à l'emploi, au statut d'emploi. Et le seul moyen qu'on a trouvé, alors déjà le seul moyen pour généraliser la santé, ça a été de généraliser aux salariés. Et puis pour aller un peu plus loin, on a créé la CMU, mais finalement on voit bien que les TNS ne sont pas dedans, les créateurs d'entreprises ne sont pas dedans, et probablement que c'est l'un des problèmes, c'est le problème d'interlocuteurs. Quand on est avec les salariés, il y a des interlocuteurs, patronaux, syndicaux, donc il y a des structures pour arriver à faire évoluer les choses. Les branches sont très imaginatives. En dehors du secteur salarié, on manque d'interlocuteurs. Et c'est peut-être ça l'un des problèmes. Et est-ce que donc, pour rendre l'assurance plus inclusive, est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à trouver les voies de sortir de cette vision extrêmement monomaniaque du salariat
pour regarder d'autres façons qui ne soient pas forcément des façons étatiques, transverses, tout le monde pareil, etc. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on est dans une tendance de démutualisation absolue. Lorsqu'on regarde la façon dont les branches, l'évolution de l'assurance, alors je parle de l'assurance de personnes actuellement, mais la façon dont on a l'évolution et la poussée de certains organismes ou de certains acteurs pour rendre l'assurance de plus en plus capitalistique, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens, il me semble. Comment ? Votre première question, vous avez raison, il faut lire le livre de Marc. Il y a en creux les solutions à la question que vous posez qui est très pertinente. C'est vrai qu'on bute en France sur une identification protection sociale travail qui a toutes les raisons et la légitimité historique derrière, mais qui a pour des tas de raisons évidentes et de sociologie, comme vous le mentionnez, a besoin d'évoluer et très rapidement. Et donc, il faut ouvrir un peu les cadres, trouver des solutions originales et s'ouvrir un peu à des différences. Et c'est là que son livre est passionnant. Sur le deuxième, je suis pas du tout convaincu de ça. On sort de 2 ans de confinement avec un financement public extraordinaire, une mobilisation de tous les acteurs, quelle que soit la hiérarchie sociale, etc. Je trouve qu'au contraire, on a peut-être, c'est fragile, peut-être, je suis d'accord, devant les égoïsmes, etc. C'est sûrement fragile, mais on a quand même montré, on a fait montre qu'une société était capable de solidarité et de générosité collective devant une catastrophe. Et ça me semble être plutôt un acquis qui est derrière nous, sur lequel il faut surfer pour demain, et dans le sens que tu indiquais, exactement dans le sens que tu indiquais. Donc là, c'était mon troisième point, effectivement, qui est l'équilibre entre pour répondre aux difficultés de la vie ou aux incidents, aux accidents, il y a l'assurance, il y a l'action de l'État et puis le financement par l'État. Et ce dont vous avez parlé, là, les actions liées au Covid, c'est pas l'assurance qui agit, c'est l'État, c'est les acteurs, voilà. Mais on n'est pas sur l'assurance. Donc c'est aussi la question de l'équilibre dans chaque pays à trouver entre l'assurance. C'est un équilibre dynamique. Tout à fait. On peut penser que la Covid-19, c'est les États qui ont agi parce qu'il y a eu un effet de sidération et de surprise, mais que la Covid-25 ou 26 ou les différents successeurs, ça sera évidemment des systèmes de marché qui permettront, et on a intérêt à ce que ces systèmes de marché, ils soient inclusifs et pas réservés à une catégorie qui est la seule à pouvoir se protéger. Et c'est ça le sens de notre, enfin, c'est en gros ça le sens de notre propos. C'est pas plus, voilà. Il paraît qu'il y a un cocktail dans un truc avec une cheminée où ils servent des grogues. Avec du chauffage. Bon, je crois que non, c'est bon. C'est tout bon. Écoutez, merci beaucoup. Juste avant de partir, je vous invite donc à aller goûter les pâtisseries de Violaine au 44 rue du Chemin Vert ou sur lespetitespâtisseries.com et d'aller acheter les t-shirts de Hicham sur t-shirtminute.com ou au rue de Charenton, c'est ça? Et pour les assureurs qui ne nous connaissent pas encore bien, nous vous invitons évidemment à rejoindre la communauté entrepreneur de la Cité. On est à votre disposition pour construire ensemble justement l'assurance inclusive de demain et de nouvelles solutions. Merci encore pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.